Bonjour à tous, bienvenue en ce beau mercredi éternellement jour des enfants, bien entendu, ça tombe bien, on va s'occuper d'éducation. Ça sera le grand thème de notre émission du jour, l'éducation, la remise à niveau personnel. Oui, il y en a peut-être besoin après le confinement et pour ça, on va poser la question à un spécialiste qui est avec nous ce matin, c'est Lolo Tchala. Bonjour Lolo. Bonjour. Merci d'être venu, vous êtes directeur de l'association ERA. En un mot, vous nous dites ce que c'est avant qu'on découvre plus profondément. Bien précisé, ERA 93. Et donc c'est une association d'éducation populaire basée en Seine-Saint-Denis. Voilà, comme le numéro l'indique, le 9-3 comme on dit communément. Et avec nous également ce matin, Célia, comme tous les jours, on est bien content de la retrouver. Célia qui trouve à côté de chez elle toujours des histoires à raconter, des histoires très humaines. Exactement Vincent, aujourd'hui je vais vous parler d'une femme formidable et on a la chance de la voir justement ici sur notre plateau. C'est très chouette. Bonjour Caroline de Chaise-Martin. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice des Bonnes Ondes, on va en parler dans quelques minutes. Et alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Ensemble c'est mieux, on parle belles histoires mais on parle aussi métiers qui recrutent. Et aujourd'hui ce sont les agents immobiliers qui seront mis à l'honneur avec vous Guillaume Delamotte. Bonjour. Merci. Vous savez que nous, on est obsédés de l'emploi dans cette émission. Vous le savez, vous l'avez compris. Si vous suivez Ensemble, c'est mieux. Vous savez qu'on suit la grande opération de France Télévisions, Priorité Emploi. Donc, non seulement on en parle, mais aussi on agit. On vous en donne et tout à l'heure, en fin d'émission, Sylvia Di Pasquale sera avec nous pour vous proposer des emplois, bien entendu. Mais pour l'instant, direction Carrières sous Poissy. Qui dit Carrières sous Poissy dit 78, dit Yvelines. Et dit Raphaël, notre Raphaël le mot chapeau. Bonjour Raphaël. Salut Vincent, salut Célia, salut à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver. Effectivement, je suis dans le 78 et ce mercredi matin, il fait déjà assez chaud, on s'est mis un petit peu à l'ombre parce que ça tape un petit peu dans la nuque, là, un peu en traître. Je vous propose aujourd'hui une balade aussi agréable qu'apprenante, pour reprendre le terme de nation apprenante, puisqu'aujourd'hui, on va déambuler dans la biodiversité. Et hop, je remets mon masque et laissez-moi vous présenter Véronique. Comment ça va Véronique ? Très bien. En charge de ce parc du Peuple de l'Herbe où nous nous trouvons ce matin. En un mot, si on devait présenter le parc, on dirait quoi ? Le parc du Peuple de l'Herbe, c'est 113 hectares de nature à quelques pas de Paris. Vraiment 113 hectares de nature, vous avez bien entendu. On recrée des écosystèmes, par exemple. Ici, où est-ce qu'on est exactement, Véro ? Alors ici, nous sommes à la queue de l'étang de la Galiote, qui fait 22 hectares. Et plus précisément, nous sommes sur une roselière. Une roselière, qu'est-ce que c'est ? Une roselière, donc c'est un espace qui a été aménagé en faveur de la biodiversité et plus précisément les oiseaux. On a aménagé des hauts fonds, c'est-à-dire on a une hauteur d'eau très, très peu importante pour permettre aux oiseaux de venir... C'est un héron, je vois, non ? Oui, totalement, oui. J'espère qu'à l'écran, on le voit bien. Cendré, voilà. Oh là Donc, là. il fréquente cette zone et qui vient s'ébattre dans cette zone. Donc, les oiseaux viennent ici pour nidifier, pour se reproduire. On trouve aussi des plantes qui sont spécifiques des berges, donc comme des iris, des joncs, des roseaux. Et là, c'est magnifique, les amis. Beaucoup de points de vue comme ça, d'écosystèmes à retrouver. Je pense qu'on va monter. Regardez juste derrière moi. Il y a un observatoire, Vincent. Juste le temps que je fasse la montée, sous le soleil. Et je vous retrouve pour vous présenter ce parc du Peuple de l'Herbe. Avec grand plaisir. Le Peuple de l'Herbe, moi je pense en faire partie un tout petit peu. J'adore effectivement me trouver dans la nature et quand on ne peut pas y être, heureusement il y a Raphaël qui y est pour nous. Allez mes amis, on va immédiatement se poser notre question du jour autour de l'éducation et de la remise à niveau personnel. C'est vrai qu'on a un petit peu souffert pendant le confinement, enfin surtout nos enfants, nos jeunes. Alors dites-moi, vous savez toutes ces choses qui vont sans dire, vous connaissez la suite. Avec nous, je vous le disais à l'instant, Lolo Tchala, qui est directeur de l'association ERA 93. Lolo, de votre point de vue, est-ce qu'on peut parler de l'impact qu'a eu évidemment le confinement, cette période assez difficile, sur nos jeunes d'une façon générale ? L'impact est très clair, c'est-à-dire que le confinement, personne s'y attendait. La machine, on va dire, éducation nationale, n'était pas préparée à ça. Et les conséquences sont très vite venues.
parce qu'on est parfois déjà dans des territoires assez fragiles, Mhm. avec en fait des problématiques qui sont déjà récurrentes. Sur le plan éducationnel Sur en le plan, particulier. voilà, sur le Mhm. plan éducationnel. Et les chiffres sont très très clairs et puis ont apparu très vite avec beaucoup de jeunes, d'élèves qui sont sortis des radars. Pourquoi? Parce que l'école à distance, en fait, était peut-être une autre porte ouverte à une accélération du décrochage. Ouais, il faudrait faire le distinguo entre enseignement et éducation, hein. Tout à Ce fait. sont deux versants d'une même montagne, mais ça ne recouvre pas tout à fait les mêmes réalités. Allez, on se met les idées au clair en regardant quelques images et quelques chiffres. Victor n'a pas beaucoup bossé ses cours cet été. Oui, mais je me demande s'il va être au niveau. Cet été, le dispositif exceptionnel Vacances apprenantes, prévu pour 1 million d'enfants, avait pour objectif essentiel le rattrapage scolaire. On estime en effet que 20% des élèves se sont partiellement désengagés de la scolarité pendant la crise sanitaire. Le chiffre monte même à 30% des élèves dans les collèges en réseau d'éducation prioritaire et dans les lycées professionnels. Pourtant, pendant le confinement, les enseignants ont tenté d'assurer la continuité pédagogique par ordinateur interposé. Problème, 2 enfants sur 10 dans les familles défavorisées déclaraient ne pas avoir d'ordinateur pour faire leur travail scolaire. Et pour les 8 autres, motivation et accès à l'ordinateur n'étaient pas toujours au rendez-vous. Résultat, 4% des élèves, soit 500 000 enfants au minimum, avaient totalement décroché. Mais rassurez-vous, les enseignants ont prévu une rentrée adaptée à la situation, aussi bien pour les apprentissages que pour la socialisation des enfants. Mhm. Alors, je vais vous dire mon expérience personnelle, et notamment avec ma dernière fille qui a 14 ans et demi, avec laquelle j'étais confiné. Elle n'a rien foutu pendant le confinement, malgré tous les outils qui étaient censés être mis en place. Et pourtant, il y a un certain suivi. Donc, je me doute que dans des populations où les enfants sont un peu plus laissés à eux-mêmes, c'est encore plus catastrophique. Alors, catastrophique, oui, dans le sens où on en parle comme si c'était des processus simples. Mm. Donc, on a entendu le terme l'école à distance. Et donc, on a l'impression que ça a toujours existé, qu'on pouvait facilement s'y mettre. Et en même temps, on est dans un contexte où on parle de fracture numérique. Bien sûr. Et donc, c'est une contradiction assez importante qui a tout de suite eu ses effets. Effectivement, beaucoup de personnes qu'on a rencontrées n'ont pas pu suivre. Tout simplement, pour la première raison, il y a des mamans même aussi instruites ou des papas Bien aussi sûr, bien instruits sûr. qui puissent être, disent, en fait, c'est pas notre métier. Non, c'est ni notre rôle, Voilà, c'est pas d'ailleurs. notre Hein. métier, on ne sait pas le faire. Ça demande quand même une certaine organisation quand on a des enfants de différents niveaux. Un élément qui peut quand même avoir son importance, ça nécessitait quand même un certain budget en termes Bien sûr, d'impression. bien sûr. En termes d'impression, parce que beaucoup d'éléments ont été envoyés à pouvoir imprimer. Donc, quand on a une fratrie de 3 ou 4 et qu'on doit organiser tout ça. Et donc, en fait, c'était des termes faciles à entendre, Oui. mais Pas un peu mettre en faciles œuvre. à appliquer. Oui. Alors, Lolo Tchala, moi j'ai le sentiment en plus que vient se greffer là-dessus une espèce de crise de l'autorité, on le voit bien, hein, et notamment dans la jeunesse. Or, l'éducation, l'enseignement à distance, il manque quand même la présence du professeur, quoi, qui est là. Et même s'il y a une crise d'autorité, incarner, c'est plus facile quand on est à quelques mètres de ses élèves. Bah, le professeur, c'est comme, je dirais, un parent bienveillant. C'est celui chez qui on sait qu'on va avoir la réponse. Mhm. Et donc, effectivement, l'avoir face à soi, c'est rassurant. Savoir qu'on va le voir quand il y a quelque chose ou une réponse qu'on en attend, c'est rassurant. Et je pense que cette période-là, beaucoup, je pense, hein, et ça j'en suis convaincu, beaucoup de professeurs ont essayé de maintenir le lien, ont fait le travail pour en perdre le moins possible Eh oui. d'élèves. Bon, on espère que Et alors, ça a marché. comment avez-vous ramené les brebis égarées de ce troupeau avec ERA 93? Quelle solution vous avez trouvée? Alors, ERA 93, nous, donc on n'est pas l'éducation nationale, mais on est un relais. Donc, quand tout à l'heure je parlais d'association d'éducation populaire, on est une action complémentaire à la scolarité. Bien sûr. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va être relais. Déjà, apporter de l'aide aux familles les plus en difficulté sur l'enseignement, être de bons conseils. Par exemple, Ça veut dire, excusez-moi, mais ça veut dire Oui. que vous transmettez vers les parents aussi, pas seulement vers les enfants. Enfin, vous, tout à fait. vous coachez un peu les parents qui Tout sont à fait. en... Parce que quand on parle d'éducation, il ne faut pas oublier que peu importe la situation, le parent reste le premier acteur éducatif de son enfant et que nous, on est là comme relais. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a peut-être mieux compris certains mécanismes ou bien certains fonctionnements, mais il faut toujours redonner la place aux parents en tant que premier acteur éducatif. Oui, bien Et sûr. donc, quand vous entendez parler de notion de soutien à la parentalité,
ça va vraiment dans ce sens-là. Mais pour autant, vous êtes conscient et je dirais à jour du programme de l'éducation nationale pour pouvoir faire ce relais? Alors, il y a deux choses. Il y a le programme de l'éducation nationale au sein de notre association, il est appliqué par des bénévoles enseignants. D'accord. Donc, ils donnent de leur temps pour venir soutenir sur des temps d'aide aux devoirs et puis d'un projet plus global d'accompagnement à la scolarité. Et nous, en tant qu'acteurs d'éducation populaire, donc moi, je me considère plutôt comme éducateur, animateur, on est sur des questions d'apprentissage liées en fait à la vie de tous les jours, à au l'attitude développement aussi, personnel, peut-être. au savoir-être, Oui. au savoir-vivre et ainsi de suite. Et c'est tout à fait complémentaire. Et vous pouvez déjà jauger vos résultats à l'intérieur de votre association. Est-ce que vous avez déjà des témoignages de jeunes qui se sont sentis aidés au point de vous remercier de votre action, ou les parents qui sont sortis un peu de cette zone d'ombre dans laquelle ils sont parfois laissés? La zone d'ombre, je pense qu'elle a eu beaucoup plus d'impact que juste sur l'aspect scolaire. Donc, socialement, on a été très impacté, ce qui fait que ces résultats-là, en fait, ne vont pas suffire. Mais ce qui nous a permis, effectivement, d'avoir des vrais résultats, c'est que le gouvernement a mis en place le dispositif des colos apprenantes, sur laquelle nous avons rebondi et qui a permis à une centaine de jeunes de pouvoir partir pendant la période estivale. Et pendant ces temps-là, il y a eu des ateliers d'apprentissage. D'accord. Et c'est vraiment sur ce temps-là où on a vraiment eu les retours, parce qu'il y a eu, après le déconfinement, une oxygénation en dehors du territoire. Il y a eu beaucoup de découvertes. Et là, c'était peut-être un meilleur moyen de pouvoir repartir. Alors, Tchala, tout le monde n'est pas, je dirais, au contact de l'association ERA 93. C'est l'exemple de Laura, qui est une téléspectatrice qui pose les questions par le biais de la télé. C'est utile. Pour ma part, je pense que ça aurait été très bénéfique et pour les enfants et pour les enseignants de pouvoir les faire reprendre une semaine peut-être avant la date officielle de rentrée scolaire, afin qu'une remise à niveau générale puisse se faire et que tout le monde démarre cette nouvelle année scolaire sur de bonnes bases, tout simplement. Elle va dans le sens de ce que vous pensez également, j'imagine. Hein? Tout à fait, parce que ça n'a pas toujours été compris pourquoi il reste que 2 semaines, on va y retourner. Alors, c'était beaucoup plus difficile pour les collégiens, parce qu'il y avait le port du masque, les températures commençaient déjà à monter, beaucoup de règles mises en place de distanciation et compagnie qui perturbaient plus qu'autre chose. Mais cette volonté de vouloir renouer, de remettre un pas à l'école et de repartir pendant les grandes vacances d'été, était un signe pour moi, pour l'enfant, en disant « je reviens en septembre ». Alors que dire « je suis déjà parti depuis mars ». J'ai lâché l'affaire. Et donc, je pense que ça a été certes compliqué, mais oui, c'était utile. Bon, et puis il faut dire, malheureusement, la crise, elle est toujours là. L'association, elle est aussi toujours là. Et elle ne disparaîtra pas avec le Covid. Même si le Covid disparaît, vous continuerez à œuvrer pour le Alors, pour on œuvrait avant le Covid et puis on espère continuer à œuvrer après le Covid. Si c'était une situation qui nous a permis de revoir nos approches, d'avoir une gestion des problématiques avec beaucoup plus de prudence et beaucoup plus de réflexion, on va essayer de prendre cet angle-là. Mais pour autant, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a du plaisir à aller à l'école quand on apprend et qu'on est bien traité. Merci beaucoup, Lolo Tchala. Vous restez avec nous pour ce qui va suivre. Avec grand plaisir. Et regardez, il y a toujours un rafalième qui traîne dans la nature.